Philae. Je vais vous parler aujourd'hui des eaux usées et de la façon de les transformer en valeur. Les eaux usées, c'est une source de coûts, c'est une source d'impact sur l'environnement, c'est une source de soucis, de vulnérabilité des entreprises, des collectivités. Et pourtant, avec ces eaux usées, on peut les transformer en valeur, on peut, en toute sécurité, avec des eaux usées, arroser des golfs, créer de la verdure, sécuriser des territoires sur leur gestion de l'eau, alimenter des usines, faire de la smart city, de la climatisation des villes, mitiguer le changement climatique. Et ça, c'est le travail d'Ecophilae. Ecophilae est une société innovante qui a été créée en 2014, qui aujourd'hui a plus de 60 références dans le monde sur la question des réutilisations des eaux usées, travaillant pour les industries et les collectivités. Même si la logique veut qu'on puisse faire quelque chose avec ces eaux usées, force est de constater qu'à l'échelle mondiale et à l'échelle française, c'est encore pire. Il n'y a qu'un très faible volume d'eau usée des collectivités, des SNEP de nos stations d'épuration, qui sont réutilisées. On parle de moins de 0,05%. Et pourtant, il y a des demandes, il y a des besoins. On a besoin d'eau pour satisfaire des usages, on a besoin d'eau pour produire l'agriculture en ville, on a besoin d'eau pour climatiser les villes, on a besoin d'eau pour recharger les rivières, etc. etc. Et c'est devant ce constat, finalement, d'un énorme décalage entre le potentiel et la réalité que nous avons développé tout un tas de solutions et de services pour accompagner les acteurs vers des systèmes qui soient durables. On intervient sur donc la réutilisation des eaux usées, c'est pas uniquement les stations d'épuration de collectivités, c'est tout producteur d'effluents d'eau, que ce soit du monde industriel, on travaille avec des gens qui produisent des eaux de process, dans l'agroalimentaire, les eaux de pétrole, vous savez que quand on produit du pétrole, on produit énormément d'eau, les eaux de refroidissement, mais les eaux agricoles, les eaux évidemment des stations d'épuration, le pluvial en fait partie. Donc on intervient sur beaucoup de secteurs professionnels, donc en particulier la Smart City, les industries, tout ce qui est récréatif et golf, et l'agriculture. Alors le principe, qu'est-ce que c'est? En fait, le principe, c'est d'imaginer que dans un système qui soit résilient, qui puisse être durable, maintenant il va falloir être très économe en eau, il va falloir engager et encourager des actions de recyclage. Le recyclage de l'eau, c'est quoi? C'est vous produisez de l'eau puis vous le réutilisez pour vous-même. Par exemple, dans l'industrie, ça se fait avec des eaux de refroidissement. Et nous, on apporte le volet supplémentaire des 3 R. Les 3 R, c'est Reduce, Recycle, Reuse. C'est-à-dire qu'une unité de production qui génère des effluents et des eaux usées, à un moment donné, va pouvoir se dire, moi, je vais produire des eaux qui sont une nouvelle ressource pour le territoire qui est autour de nous. Et donc, en faisant ça, notamment sur le volet industriel, vous élargissez le périmètre d'action de l'usine, finalement, mais vous sécurisez la gestion de ces effluents et vous réduisez son empreinte. Très concrètement, si avec des effluents agro-industriels, qu'il est coûteux de traiter, parce qu'il y a beaucoup de déchets durs, parce qu'il y a beaucoup de matières organiques, vous arrivez à les valoriser pour produire autour sur le territoire, par exemple, des plants de biomasse énergie, si avec cette énergie, vous permettez à d'autres utilisateurs ou à l'usine elle-même d'économiser de l'énergie, vous êtes dans une boucle vertueuse. Ainsi, l'usine qui est ici, puisqu'elle valorise ses effluents, une empreinte d'eau qui est réduite, stabilise son activité sur son territoire. Donc c'est vers ces logiques-là que l'on entraîne nos clients qui sont du monde industriel ou du monde des collectivités. Je vous montrerai quelques illustrations. Donc on a développé tout un tas de solutions finalement qui sont des solutions soit méthodologiques, soit des solutions numériques, de l'expertise de très haut niveau pour accompagner les acteurs selon plusieurs étapes finalement, de l'idée jusqu'à un projet durable. Et nous, notre champ d'action, c'est de l'expertise, c'est de la formation, c'est le développement de démonstrateurs pour éprouver les pratiques et le développement d'outils numériques pour lesquels on a été primé dans le cadre de la Green Tech. Donc j'aimerais rentrer en détail un tout petit peu sur le comment faire. Si vous produisez des eaux et des eaux usées, si vous en avez besoin sur votre territoire, quelles sont les démarches à mener de l'idée jusqu'à un projet qui soit durable. Donc il faut savoir qu'en France, c'est une activité qui est assez récente. En fait, la réglementation date de 2014 pour les collectivités. Autant dire qu'avant 2014, il y avait très peu d'exemples. Donc on avait très peu de retours d'expérience. Voilà. Donc la première chose, c'est si vous avez une idée en tête, le problème c'est que vous êtes le seul ou la seule à l'avoir dans votre organisation et vous allez avoir du mal à convaincre qu'avec des eaux usées, on peut réutiliser, on peut créer de la valeur. Donc il y a toute une étape de sensibilisation, de capacitation, d'acculturation des acteurs. Et puis après, la question va être de répondre la question suivante, c'est est-ce que ça vaut le coup de le faire? C'est pas dit que ça soit une bonne idée. Donc ça, c'est une évaluation des opportunités. On l'a fait pour la Corse, on l'a fait pour un quart de la France, on l'a fait pour des industries, on l'a fait à l'international. Une fois que vous avez identifié que ça valait le coup et comment ça valait le coup, vous faites une étude de faisabilité qui vous permet de dérouler sur des aspects techniques, réglementaires, d'évaluation économique, d'évaluation sociétale, vos différentes options pour trouver l'option
la plus optimale. Parce qu'en fait, récupérer de la valeur avec des eaux usées, si c'était simple, ça serait déjà fait. Donc ça demande beaucoup de minutie pour aller chercher la valeur à travers ces eaux usées. Enfin, après, vous passerez par une étape de dépôt de dossier réglementaire. Et là, s'offre à vous deux options. Soit c'est un usage qui est très connu, par exemple, irriguer des golfs avec des eaux usées traitées de stations d'épuration, c'est quelque chose qui est réglementé, qui est connu en France, à l'international, auquel cas vous pouvez passer sur des mises en travaux, en tout cas des mises en application grandeur nature. C'est ce qu'on fait sur le golfe de la Grande-Motte, sur le golfe de Saint-Raphaël ou sur le golfe de Genesto et tout. Soit vous êtes dans des usages qui sont soit sensibles, soit vous avez encore besoin de démontrer des choses. Par exemple, réutiliser les eaux pour laver les voiries. C'est quelque chose qui n'a jamais été fait, pourtant c'est assez logique d'imaginer que ça puisse être possible et intéressant. C'est pas réglementé, vous passez par un pilote. Et nous, on monte des pilotes, on appuie les acteurs pour monter des pilotes, soit agronomiques, soit industriels, soit urbains. Et puis enfin, vous passez au déploiement à large échelle. Trois illustrations, études d'opportunité, ça ressemble à ça. Vous prenez un territoire, ça peut être le territoire, là c'est le territoire du bassin de l'agence de l'eau à Garonne, à gauche, pour lequel on vient de terminer l'étude stratégique. Vous pouvez prendre la Corse, vous pouvez prendre votre collectivité, vous pouvez prendre un tout petit territoire, par exemple un territoire d'influence d'une industrie. Et puis vous regardez quels sont les acteurs qui produisent des eaux usées, industriels d'un côté, quels sont les acteurs qui ont besoin d'eau, et dans les acteurs qui ont besoin d'eau, on a l'environnement, les rivières, les nappes, ça a besoin d'eau, les industriels, les golfs, d'autres types d'usagers. On fait une revue de l'ensemble de ces choses-là et on essaye de les marier. En fait, c'est un mariage entre la source et l'usage. Et les marier, ça veut dire essayer de trouver les options optimales qui permettent de satisfaire la demande en termes de qualité, quantité, avec les eaux usées. Donc ça, c'est l'étape, est-ce que ça vaut le coup avec un pays? Après la deuxième étape, vous avez une illustration ici à Cannes. Je ne sais pas s'il y a un pointeur. Ici à Cannes, vous avez la station d'épuration en fait, qui rejette 17 millions de mètres cubes dans la mer, dans la Méditerranée, donc c'est de l'eau perdue à jamais. Et on a développé toute une stratégie pour savoir ce qu'on pouvait satisfaire dans le temps, d'ici 2050 à Cannes, en termes d'usage. Et la réponse est là, les grosses patates correspondent à des quantités d'eau qui pourraient être potentiellement utilisées, des eaux usées traitées, en fonction des usages. Vous avez les avions, les espaces verts, un système dual, vous avez la rivière, vous avez la nappe, etc. Donc en fait, pour évaluer les différents scénarios, on a mis en place une équation finalement. On s'est aperçu que si on ratait un facteur de l'équation, on pouvait planter les projets. Il y a plein de projets dans le cimetière des projets de réutilisation à l'échelle internationale. La première chose, c'est qu'il faut que ça soit safe. Parce que pour la santé, bien sûr, la réglementation est là pour prévenir là-dessus, mais aussi d'un point de vue agronomique, d'un point de vue environnemental. La deuxième chose, il faut que ça soit rentable. En fait, il faut que ça soit rentable pour le territoire, il faut vraiment créer de la valeur économique. La valeur économique, ça veut dire qu'objectivement, il y a des méthodes économétriques qu'on a développées. Vous créez de la valeur, ça s'appelle la valeur actualisée. Avec cette eau usée, à Cannes, on a démontré qu'on peut créer de la valeur sur le territoire. C'est la première chose. Mais après, il faut qu'il y ait une rentabilité financière, parce que les différents acteurs qui vont être impliqués sur cette réutilisation des eaux, ils veulent leur part du gâteau. Donc il faut, construire le gâteau et après prendre une part du gâteau. Le troisième aspect, il faut que ça soit faisable. J'allais dire que tout est faisable. En fait, dans la boîte à outils, des technos, des tuyaux, des distributions, des systèmes d'irrigation, vous avez tout. Tout existe. Ça va de choses hyper simples à un filtre planté de roseau avec une désinfection derrière, vous pouvez faire la réutilisation des eaux, à une chose hyper complexe, d'une membrane plus osmose inverse dans le désert, 300 km de paille pour aller irriguer par exemple des golfs le long de la mer d'Oman. C'est aussi une option qu'on avait étudiée. Il faut que ça soit acceptable. Alors l'acceptabilité, c'est une sorte de vaste champ en fait, qui couvre plusieurs choses. C'est que la première chose, il faut que les acteurs décideurs qui vont porter le projet, il faut qu'ils soient convaincus. Donc il ne suffit pas qu'il y ait un élu convaincu, ou un directeur des services convaincu, ou un directeur industriel convaincu, ou un chargé d'études quelque part convaincu. Il va falloir que tout le monde dans le réseau d'acteurs soit convaincu. Et ça c'est très important, c'est-à-dire qu'on a besoin de transformer ces gens-là en ambassadeurs du projet, en ambassadeurs de ce changement de paradigme. L'acceptabilité, c'est aussi l'usager final. Est-ce que le consommateur de vin d'une cave COP à Cruisson, par exemple, en Méditerranée, va quand même continuer à consommer le vin s'il est irrigué partiellement par de l'eau usée traitée? Question. En fait, ça se traite de façon différente par rapport aux décideurs. Et puis le cinquième volet, c'est très important, c'est la gouvernance. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez vu que c'était fiable, c'était viable, le projet est intéressant, le tout est posé, vous avez envie de l'enclencher, la question ça va être en fait qui est responsable de quoi dans la chaîne. Parce que vous avez fait un mariage, n'oubliez pas. Donc le mariage, vous avez besoin de mettre les règles. Le contrat de mariage, c'est quoi le contrat de mariage? Est-ce que le producteur d'eau, il est responsable de sa qualité d'eau à la sortie de sa station, à la sortie de la désinfection? Ou est-ce qu'il est responsable de la qualité d'eau jusqu'à la nappe, jusqu'à la vigne dont je parlais, ou jusqu'à la rivière?
Est-ce que l'usager, lui, il doit se préoccuper de traiter l'eau? Est-ce que c'est son job? Ça peut être son job de traiter l'eau, je parle de la désinfection. De qui gère le stockage, qui gère la distribution, et si, en cas de problème, donc je vais terminer, qui est responsable de quoi? Si jamais il y a une plainte, si jamais il y a un procès, en fait, qui est responsable? Et ça, c'est un modèle qui n'a pas été établi encore. La seule commune en France qui s'y colle, c'est Narbonne, on appuie, pour savoir en fait quel est le deal entre les différents acteurs. Et une fois que vous avez couvert l'ensemble de ces choses-là, on peut dire que vous avez une option qui est durable. Et cette option-là, vous allez la déposer, dossier réglementaire, puis instruction et autorisation et mise en place sur le terrain. Quelques rêves pour la pub d'Ecofilet, pour vous dire qu'on est de loin les plus référencés en Europe sur la question des solutions de mise en œuvre. On travaille dans des groupes internationaux, on a rédigé des rapports internationaux dans les groupes de travail réglementaires. On a plus de 60 références. En France, on est sur, je pense, plus de 80% des projets de réutilisation, avec des projets émergents, des projets pilotes, des projets pour faire de l'eau potable, des projets pour faire de l'agriculture, des projets pour faire des villes, des projets pour laver du linge avec des eaux usées traitées, toute une palette en fait, de projets qui émergent en France. Donc, on en est à un stade finalement où le coup est parti. À l'échelle internationale, vous avez des pays qui sont dessus depuis longtemps, mais c'est quelques pays, parmi lesquels vous avez les États-Unis, Singapour, Israël par exemple. L'Espagne était partie assez fort en Europe. Maintenant, la France s'y est mise avec des menaces toujours. Hein. Chaque fois que vous voulez changer de paradigme, à un moment donné, vous avez des groupes de résistance. Il y a une menace réglementaire, par exemple, même pas un projet, un règlement qui va passer en 1er janvier qui risque de tuer les projets que la France avait initiés, par exemple. Donc vous voyez, c'est jamais complètement acquis. Mais le coup est parti, il y a une opportunité économique à se positionner là-dessus. On crée de la valeur, c'est-à-dire qu'on crée du business, on crée de l'activité, on évite des coûts, on sécurise son activité. Donc moi je vous encourage, si vous êtes dans ce cas-là, en tout cas, soit vous êtes producteur, soit vous êtes utilisateur d'eau, soit vous êtes intervenant dans des projets d'assainissement de l'utilisation des eaux, à saisir l'occasion de devenir aussi les prochains ambassadeurs de cette logique de recyclage des eaux. Donc voilà, je vous remercie. Perspective de croissance sur ces sujets? Qu'est-ce que dans un monde idéal vous verriez quelle croissance dans la part de la réutilisation des eaux usées et sur quel marché? Alors le marché le plus mûr, mais qui démarre en France en tout cas, c'est les collectivités. Zéro projet il y a 4 ans, je dirais qu'on en est à 40 projets, ça va se multiplier x2 chaque année. Donc je pense qu'on va arriver à 1000 projets d'ici 10 ans sans problème. Les développements forts, c'est la Smart City, c'est le logement, c'est les réseaux urbains, c'est comment on réutilise l'eau dans la ville, parce que les enjeux sont beaucoup plus forts, circuit court, climatisation des villes, agriculture urbaine. Donc ça, c'est quelque chose encore d'assez constructif. Et à l'échelle mondiale, on parle d'un marché qui croît de 70 à 100% par an. Alors évidemment, on part d'assez bas, donc c'est facile de dire 100%, mais c'est vraiment une réalité. Nous, on le voit, on est installé depuis 2009 sur cette thématique-là, même avant la création de la société. Il y avait 2 alertes Google en 2009 par semaine, maintenant vous en avez 10 par jour. Donc c'est quelque chose qui tourne énormément. Le Parlement européen a passé un pacte d'économie circulaire de l'eau. Je ne vous ai pas dit que tout ça, mais ça rentre dans le vocable d'économie circulaire de l'eau. Donc il y a de l'argent, il y a des projets de recherche. Donc en fait, la connaissance est en train de s'agréger. On est au bord, au seuil de l'émergence d'un marché qui est très important. Bonjour. En France, on a quand même beaucoup d'eau. Le prix de l'eau est relativement faible. Quel est votre modèle économique? Est-ce que véritablement vous avez des projets qui sont rentables économiquement sur le P12 ramenés au mètre cube par rapport au prix de l'eau qu'on va avoir au robinet? Alors ça, c'est une excellente question. C'est pour ça qu'on a développé une méthodologie spécifique sur les analyses coûts-bénéfices avec les externalités, qu'on est les seuls à porter à l'échelle européenne même, et qu'on a appliqué sur plein de terrains. Il y a des terrains qui ne sont pas viables. Il y a plein de projets qui existent, qui ont été archi-financés, subventionnés, et qui n'étaient pas viables dès le début. On se demandait pourquoi il faut subventionner ce genre de projet. Donc on essaye d'apprendre aussi aux financeurs les méthodes pour évaluer ces projets. Il y a de la viabilité économique. Nous, sur à peu près 20 projets qu'on a en France, il y en a 18 qui sont viables économiquement. Il y en a 2, on les a stoppés. Alors, on les a stoppés, on a recommandé de ne pas aller plus loin, ce qui n'était pas contre notre business d'ailleurs, en disant c'est pas sûr qu'on ait la viabilité économique. Vous seriez surpris de voir que même à la Grande Motte, qui est alimentée par des eaux de BRL qui viennent du Rhône, qui sont à 22 centimes d'euros le mètre cube, c'est rentable de brancher la station d'épuration pour irriguer le golfe. Donc en fait, la rentabilité, il faut bien la voir sur aussi un autre modèle. Vous avez des externalités, par exemple, si vous améliorez la qualité des eaux de baignade et que vous passez en pavillon bleu systématiquement parce que vous avez récupéré les eaux, ça fait partie des externalités positives. Donc la clé, c'est la rentabilité économique et financière, vous avez tout à fait raison de le dire. On ne peut pas dire qu'il y a plein d'eau en France. J'étais un jour à un groupe de travail réglementaire à la Défense avec mes amis du ministère.
qui à la fin de la séance, la personne du ministère de l'Environnement a dit, vous regardez, on a de l'eau en France, il pleuvait à la Défense. Il a fallu que les gens venant d'Aix, de Montpellier, on leur dit, ça fait 3 mois qu'on a arrêté. Donc effectivement, vous avez raison sur cette question. Par contre, ponctuellement, c'est clair qu'il y a un impact des eaux usées, il ne faut pas se leurrer, les rivières sont alimentées par les stations d'épuration qui n'enlèvent pas les pathogènes. L'industrie c'est pareil, il y a des bassins qui sont très impactés. Donc vous récupérez, vous stabilisez, vous sécurisez l'assainissement et en plus vous libérez une nouvelle ressource. Et ça peut créer les conditions de la rentabilité. J'avais une deuxième question qui concerne les datas. En fait, vous êtes intéressé à ce sujet-là, vous êtes un des premiers précurseurs en matière d'introduction de data dans l'outil pour mettre à disposition vos données. Qu'est-ce que ça vous apporte l'utilisation des données et en quoi vous avez un avantage concurrentiel sur ces sujets? Merci de tendre la perche, c'est quand même la délicatesse des gens qui nous portent au niveau du ministère de la Green Tech. Donc nous on a développé Hotspot Reuse, qui est une plateforme mondiale sur la réutilisation des eaux, parce que notre constat c'est que c'est pas à coup de petites conférences comme ça qu'on va convaincre la masse de basculer, et on a besoin de basculer vite, y compris pour les pays qui sont au sud de la Méditerranée, etc. Donc pour toucher le plus grand nombre, le but c'est de collecter de la data d'expertise, d'agréger la connaissance et de permettre en fait de faciliter la vie, d'être un GPS en fait sur ces questions-là, pour alimenter à la fois en connaissances, à la fois en retour d'expérience et aussi en chaîne de valeur avec des intervenants. Par exemple, on demande à des fournisseurs de venir sur cette plateforme pour s'identifier avec des technos sur des références pour faciliter la vie des clients, pour aller plus vite, plus loin, plus rapidement sur des projets qui sont durs. Le projet s'appelle Hotspot Reuse, on s'appelle Ecofilae et notre stand il est dans le magnifique stand du ministère de la Green Tech avec les autres collègues innovants juste de l'autre côté. On sera très